Le couvre-feu restera donc en vigueur encore quelques jours en Martinique, mesure d'exception prolongée jusqu'au 21 octobre prochain, malgré la levée des barrages amorcés après les violences urbaines de ces derniers jours et sur fond d'enlisement des négociations contre la vie chère. La situation, et on va y revenir, reste aujourd'hui tendue sur l'île. Où en est-on de ce mouvement qui balaye l'île depuis début septembre? Pourquoi de nouveau cette poussée de fièvre? Quelles pistes évoquées pour sortir de cette crise qui apparaît récurrente? On va poser toute cette série de questions à notre invité du jour qui est Olivier Sudry. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et spécialiste des Outre-mer. Alors, une première question pour prendre le pouls et recueillir votre sentiment à vous. On est à plus d'un mois de ces manifestations, de ces blocages et aussi de ces revendications exprimées sur la vie chère. Quelles sont les nouvelles qui nous parviennent de l'île aujourd'hui? Blocage, effectivement, la situation est de plus en plus tendue parce que les parties prenantes dans ce dossier de la vie chère n'arrivent pas à s'accorder sur les efforts à faire. Et ils sont parfois importants. Le pas en avant, les efforts à faire pour effectivement que ce phénomène de vie chère se réduise, notamment pour les populations les plus modestes. Voilà, la question du coup est de la vie chère, de l'envolée des prix et du différentiel aussi évidemment vis-à-vis de la métropole. On va y revenir dans le détail dans un instant. Mais avant cela, le point donc sur la situation des blocages qui nous sont toujours signalés sur l'île. Les syndicats qui, je vous le rappelle, sont en grève illimitée, qui annoncent de nouveau une opération escargot pour aujourd'hui. Pour autant, la préfecture fait état d'une nette amélioration, déblayant ou en tout cas tentant de déblayer les barrages, les points de blocage que les manifestants, vous allez le voir, s'empressent aussitôt à reconstituer ailleurs. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Les explications tout de suite de Delphine Bèze et Aude Sioul-Tidas. Regardez. Sur les routes, un éternel recommencement. Hier, les équipes de la CTM étaient à pied d'œuvre au Lamentin, Trois-Îles et Rivière-Pilote et encore ici à Rivière-Salée ce matin. Aujourd'hui, nous sommes déjà les effectifs normaux, à peu près 120 agents répartis sur les 9 centres d'exploitation qui interviennent en complément des entreprises qui interviennent pour notre compte. Il y a certains échangeurs ou giratoires. Ce sont des interventions qui peuvent aller de 5 000 à 10 000 euros par intervention, compte tenu des moyens à déployer, des jours d'intervention, lorsque tout le monde est chez soi le dimanche, les matériels qu'il faut déplacer avec des porte-chars, les déchets. Une situation précaire et un coût global pour les collectivités qui ne cessent d'augmenter. Le président de l'exécutif dit mesurer les enjeux et privilégie un dialogue constructif pour sortir durablement de la crise. Nous sommes en train de faire le bilan. Ce sont des millions d'euros. Ce sont des centaines, voire milliers d'emplois hypothéqués ou cassés, brisés. Ce sont des bâtiments à reconstruire. Et donc il n'est pas question pour nous de sortir de ce conflit-là sans pour cela qu'il y ait des actes majeurs, forts, pour qu'on soit dans le durable. Une fois les officiels partis, les acteurs du barrage viennent avertir les agents. Les voies ne seront pas libres longtemps. Le R nous va router, nous va router les chips, le R nous va router tout seul. Ben, on laisse les messieurs faire le travail, puisqu'ils sont payés, de toute façon on va leur laisser faire le travail, mais nous on va continuer à booster le mouvement parce qu'on n'a pas eu gain de cause. Comment tu vois les difficultés qui sont créées par la criminalité en marge de ce mouvement? Mais en fait, j'ai beaucoup de compassion, je suis très empathique par rapport à ça. Parce que je me mets à la place des gens et je sais que c'est super malheureux, je peux faire dire ça en gros. Il ne faut pas tout mélanger, il faut faire quand même la part des choses parce qu'il y a des gens qui militent vraiment pour que tout ça s'arrange et il y en a d'autres qui profitent de la mobilisation pour foutre le bordel. Donc il ne faut pas tout mélanger quand même, on n'est pas là pour tuer le peuple. Il ne faut pas mélanger aussi les gens qui font les barrages, qui font filtrer les barrages correctement et les autres qui demandent de l'argent. Sur les routes, les agents de la collectivité font preuve de diplomatie et engagent volontiers la discussion. Une nécessaire philosophie. Parfois, les routes dégagées sont aussitôt barrées de nouveau, totalement ou partiellement comme ce matin à Rivière-Salée. Olivier Sudry, Gisèle, à l'instant, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On tente de faire passer l'image que ça va mieux. Effectivement, il y a une nette amélioration. Mais on le voit, ceux qui se mobilisent restent sur le fond. Il y a cette opération escargot qui va débuter dans quelques heures. On est encore en train de se réveiller en Martinique. Il va falloir voir comment ça se passe aujourd'hui. Oui, les problèmes demeurent et demeureront tant qu'on n'arrivera pas à apporter des solutions. Or, elles existent, des solutions concrètes pour réduire l'écart de prix avec la métropole.
Alors ce mouvement, on va peut-être en parler de façon plus détaillée, un mouvement contre la vie chère. Il faut parler de façon très concrète. De quoi parle-t-on exactement? On sait, par exemple, nous Français, quand on va se rendre aux Antilles, on sait que les produits de première nécessité sont un peu plus chers, mais pour ceux qui vivent là-bas, concrètement, le papier toilette, par exemple, qui atteint des sommes comme 10 euros, ça c'est le quotidien. Oui, c'est le quotidien. Alors on pourrait multiplier le nombre d'exemples. Si on prend l'alimentaire, l'ensemble de l'alimentation, c'est 40% plus cher. Mais si on prend des produits en particulier, je pense à des produits de la vie quotidienne, les pâtes, un pack d'eau minérale, on est à 70% plus cher en Martinique, mais c'est vrai aussi en Guadeloupe ou en Guyane et à La Réunion que dans l'Hexagone. Ça pèse sur le budget des ménages. Certains sont descendus dans la rue parce que, à mon sens, la coupe est pleine. C'est-à-dire que nous venons de traverser une grande période d'inflation. Nous l'avons vécu, alors au niveau national, bien évidemment, mais aussi au niveau des Outre-mer. Durant cette période d'inflation qui n'est pas tout à fait terminée, l'inflation est encore plus vive en Martinique, c'est 2,5% actuellement, ce qu'on appelle en glissement annuel, c'est du mois d'août 2023 ou 2024, et on n'est qu'à 1,8 ici au niveau de l'Hexagone. Donc une grande période d'inflation, mais pour la plupart des Martiniquais, les revenus n'ont pas suivi l'augmentation des prix. Et donc, concrètement, la vie chère, au-delà du relevé des étiquettes, c'est, à mon sens, en fait, un accélérateur formidable d'inégalités. Elles étaient déjà très très fortes, et on pourra revenir là-dessus. Pourquoi? Et puis, et c'est ça, principalement, qui fait descendre aussi certains Martiniquais dans la rue, la vie chère, c'est une privation de liberté. Et quand on vous renforce les inégalités et qu'on vous prive de liberté, eh bien, à un moment, ça craque. Concrètement, est-ce qu'on a une idée de combien ça représente les dépenses du quotidien dans le portefeuille des Martiniquais aujourd'hui? L'achat des biens de première nécessité, par exemple le shampoing, les pâtes, du papier toilette, du dentifrice. Alors, en fait, il faudrait certainement pas prendre l'ensemble des Martiniquais, parce que ça, c'est trompeur, c'est comme le français moyen, ça n'existe pas. Ce que l'on constate, et c'est ce qui va faire descendre les gens dans la rue, si on prend le budget d'un ménage, on peut, pour faire simple et un peu de manière caricaturale, le couper en deux. Vous avez d'un côté des dépenses qu'on appelle contraintes, c'est le loyer, c'est les assurances, c'est maintenant aussi les abonnements Internet, c'est l'alimentation bien évidemment. Et puis vous avez les dépenses libres. Ce que l'on constate, et c'est ça, c'est par solde avec votre revenu, c'est ce que vous pouvez dépenser notamment pour vos loisirs. Et ce que l'on a constaté, c'est l'augmentation des prix des dépenses contraintes, notamment des produits de première nécessité, mais aussi des produits du quotidien dans l'alimentation, a été telle qu'elle a progressivement laminé en fait, le budget libre. C'est pour ça que je dis que la vie chère, c'est une privation de liberté. D'un seul coup, les ménages se sont dit, mais on ne peut plus finalement avoir de dépenses libres. On ne peut plus aller au restaurant, ça depuis pas mal de semaines. On ne peut plus éventuellement avoir les loisirs. On ne peut plus satisfaire aussi les envies des gamins. Et donc, quelque part, le sentiment, mais qui nous a volé? Parce qu'on continue à travailler, on continue d'avoir à peu près le même revenu qui n'a pas suivi les prix, et on ne peut plus vivre comme auparavant. Alors, avant de poser la question de qui nous a volé, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend en Martinique aujourd'hui, expliquons peut-être la raison de ce différentiel, parce que cette question, elle n'est pas nouvelle, 40% d'écart entre les prix en métropole et dans les Antilles. Pourquoi est-ce qu'on a un tel écart de prix aujourd'hui? Alors, là aussi, pour résumer, pour faire ça, sans trop entrer dans les détails, mais il y a à peu près 70% de l'écart de prix sur des produits de consommation courante. 70% peut s'expliquer par ce qu'on appelle les frais d'approche. C'est-à-dire qu'en fait, les produits, il faut qu'ils soient mis sur un bateau au Havre, par exemple, qu'ils traversent ensuite une grande partie de l'Atlantique. Quand ils vont arriver au port, il va y avoir de la manutention, des dockers vont sortir des containers, ensuite il va falloir mettre tout ça dans des camions, et ensuite alimenter la chaîne de distribution. 70% est lié à ces frais logistiques en cascade, et aussi à l'étroitesse du territoire. On y reviendra parce que les conditions de la concurrence expliquent aussi en grande partie les prix élevés. Et puis les 30% restants, et qui font l'objet justement des négociations actuelles entre les pouvoirs publics. Les 30% restants, c'est la fiscalité. Alors, la fiscalité, on la connaît, c'est la TVA. Bon, ça, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Nous la payons tous quand nous allons faire nos courses, que ce soit à Paris ou à Fort-de-France. Mais s'ajoute, outre-mer, et notamment en Martinique, une autre fiscalité qui est une vieillerie qui date de la fin du XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. Sans rentrer non plus dans les détails, c'est un droit de douane. Mais quand on rajoute l'octroi de mer et la TVA,
on a à peu près 30% d'explication de l'écart de prix. Et ce qu'il faut savoir sur les produits alimentaires, et c'est quand même paradoxal puisque le niveau de vie est plus faible outre-mer qu'en métropole, sur les produits alimentaires, un consommateur martiniquais va payer plus de fiscalité indirecte qu'un consommateur hexagonal. Alors, vous dites, il y a des solutions aujourd'hui pour pallier à cette situation. L'abolition de l'octroi de mer en fait partie, sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est d'établir une espèce de péréquation et qu'elle soit double. Ce qui rend la vie chère, on a dit, c'est les frais de transport, les logistiques, etc. Mais l'idée, c'est vraiment tout bête. Et si, en fait, on ne prenait pas ces frais sur les produits de première nécessité, mais pour pas que les opérateurs perdent de l'argent, et ce qui est logique, si on les retransférait sur des produits qu'on pourrait appeler de dernière nécessité, eh bien ça allégerait considérablement le prix des produits de base. Prenons l'exemple peut-être avec un cargo qui transporte, vous l'expliquez très bien, des bouteilles d'eau, première nécessité donc, et des bouteilles d'alcool avec un prix bien plus élevé. On pourrait répercuter l'augmentation des coûts sur ces bouteilles. Si on répartit uniformément le prix simplement du transport, eh bien on s'aperçoit, après un petit calcul, là aussi on ne va pas rentrer dedans, mais on s'aperçoit que le prix de la bouteille d'eau, si on répartit uniformément les coûts de transport par bouteille en quelque sorte, c'est 40% de plus. Il augmente de 40%. Le prix de la bouteille d'alcool, c'est 2%. L'idée, c'est très simple, c'est de dire on ne prend pas de frais sur la bouteille d'eau, on reporte tout sur la bouteille d'alcool. Et c'est faire pareil sur la fiscalité. On ne fait plus de fiscalité, on ne prend plus de fiscalité, octroi mer et TVA sur les produits de première nécessité, mais les collectivités martiniquaises et nationales, octroi mer et TVA, ne doivent pas perdre. Donc on reporte toute la recette fiscale qui n'est pas perçue sur les produits de première nécessité vers les produits de dernière nécessité. Alors, ce sont des idées comme ça, à les entendre, qui paraissent assez évidentes. Pourquoi ne sont-elles pas suivies d'effets, du coup ? Alors, sur la péréquation, sur la fiscalité, ça suppose que l'État et la collectivité locale, en l'occurrence dans le dossier martiniquais, c'est la région, pour faire simple, s'entendent. Et pour l'instant, on se cherche. Alors, c'est sur quel produit ? Alors, on va arguer, on va prendre des jours, voire des semaines pour définir quels sont les produits de première nécessité et comment faire. Avec aussi le risque, peut-être pour la collectivité, c'est de se dire, mais tout ce que j'abandonne, je risque de ne pas le retrouver par ailleurs. Mais Serge Letchimy, qui est le président de la collectivité territoriale de Martinique, dans son discours d'ouverture de ces négociations, a dit quelque chose de très important. Il dit, je vous tends la main. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis, Serge Letchimy, prêt à faire un effort, un énorme effort, mais il faut que les autres suivent. Et là, l'État, actuellement, est un petit peu réticent. Il demande à voir, un petit peu comme au poker, on veut bien payer, mais il faut voir. Et là aussi, quel produit, sur quelle durée, etc., etc. Donc ça patine. Sur la péréquation des frais de transport au sens large et de la logistique, là aussi, il y a une bataille entre les transporteurs maritimes et les distributeurs. Les distributeurs disent c'est aux transporteurs maritimes de faire cette péréquation. C'est pas à nous. Et le transporteur maritime, qui est essentiellement la compagnie CMA CGM, dit très justement, mais c'est pas à nous de le faire. À la limite, nous, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, voilà, on se cherche, quel est le périmètre, etc. Et pendant ce temps-là, effectivement, la situation au quotidien, pour bon nombre de ménages martiniquais, se dégrade sérieusement. Voilà, donc des discussions qui sont au point de mort. Je crois qu'il y avait une 7e rendez-vous qui était prévu initialement pour aujourd'hui. Il a été reporté. D'ailleurs, est-ce qu'on a une date pour une Moi, je n'ai pas d'informations. J'imagine que chacun des services de l'État et de la collectivité font leurs calculs de part et d'autre. L'octroi mer, c'est un vrai sujet parce que, en fait, c'est un impôt qui est fortement attaqué et probablement, il y a peut-être la crainte qu'au moment de cette révision pour faire cette fameuse péréquation, on en vienne à tordre le cou à cette vieille fiscalité. Donc, on prend son temps, mais je dirais, ça relève, selon moi, et je m'engage peut-être, mais c'est de la procrastination. C'est-à-dire, en fait, on prend son temps, mais parce que concrètement, on n'a pas vraiment envie de décider. Il y en a qui ont intérêt peut-être à faire durer ces négociations, je pense aux distributeurs. Je dirais comme on le voit, que finalement le malaise social s'épuise, que le soufflet dégonfle tout seul. Je pense que c'est pas une bonne solution. Et ça pourrait être le cas que ce mouvement s'épuise parce qu'effectivement, il a un coût, il pèse sur les ménages, les conséquences de ces semaines de blocage et de violence aussi qui pourraient coûter cher à Lille. On va peut-être voir ça en images tout de suite et puis on y reviendra ensemble juste après. Regardez. Un coup de fil, une annulation de réservation, la 4e depuis la diffusion des images de l'aéroport Aimé Césaire envahi. D'accord, très bien. Alors je vais devoir m'en référer directement à Airbnb et procéder à l'annulation suite aux émeutes.
Donc effectivement, je vous rappelle d'ici une vingtaine de minutes, une fois que l'annulation est confirmée. Cette entreprise de conciergerie du patio de Cluny accuse le coup. Les émeutes font mal à son activité. Même si le combat est noble, il y a une répercussion sur l'activité touristique. Notamment, on a reçu environ 3 à 4 dossiers d'annulation sur le secteur Robert et le secteur Fort-de-France. Alors pour les propriétaires, on donnera un chiffre général d'environ 5 à 6 000 euros de pertes. Ce sont notamment les images diffusées au niveau de l'aéroport qui ont quand même empêché certains vols d'arriver, retardé certains vols. Et effectivement, les gens nous ont appelés tout de suite dans la foulée pour pouvoir annuler leur réservation. Autre secteur touché par les exactions de la semaine dernière, la concession automobile. Chez Sodiva, 160 véhicules ont été endommagés ou volés, 97 sur ce seul site de Californie. L'heure est au chiffrage des pertes. On doit être à peu près à 2 millions d'euros en tout. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Bien sûr que c'est énorme. C'est un choc. C'est un vrai choc pour tout le monde, pour nous, pour les employés, pour les clients qui ont été également victimes parce qu'il y avait beaucoup de voitures de clients ici. Nous sommes aujourd'hui sur un site où il y a eu pas mal de véhicules qui ont été impactés. Et donc tout le travail aujourd'hui est de pouvoir déjà dans un premier temps évaluer, voir quel type de véhicule, voir leur numéro de série, ce qui n'est pas facile parce que les véhicules ont été brûlés. Et puis le gros du travail, c'est aujourd'hui la dépollution puisque ces épaves devront être traitées et être enlevées rapidement. Assureurs et experts font le tour des entreprises touchées par les émeutes et par les pillages. Une tâche longue, fastidieuse. Il s'agit de tout répertorier si cela est encore possible. À la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, là aussi, les bilans ne peuvent être que provisoires, mais déjà les premiers chiffres révèlent l'ampleur des dégâts. Au moment où nous parlons avec un bilan très provisoire, des chiffres qui restent à affiner, nous sommes autour de 75 millions d'euros. Quand on prend en compte les bâtiments, les pertes de stock, il nous reste à évaluer les pertes d'exploitation qui sont conséquentes. Et en termes d'emploi, et c'est là-dessus que je veux insister, nous sommes à près de 300 emplois qui sont déjà menacés, voire perdus. Les assureurs que nous avons joints estiment que l'addition à ce stade des événements et depuis le début de la contestation s'élève entre 25 et 30 millions d'euros pour chacun d'entre eux, somme, rappelons-le, provisoire. Voilà, parce qu'effectivement, ce mouvement est loin d'être terminé. J'aimerais qu'on revoie des images qui remontent à la période du 15 au 18 septembre dernier. On était aux prémices, au tout début de cette mobilisation. Image de la ville de Sainte-Thérèse qu'on présente aujourd'hui comme l'épicentre des tensions. Une ville qui a été, on en voit les dégâts derrière vous, pillée, brûlée. Les témoins racontent c'était Bagdad. Il y a un vrai sujet qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est le coût de cette mobilisation et de cette crise sur l'économie de l'île, alors que la saison touristique va bientôt arriver. Oui, il y a un coût direct, d'abord pour tous les opérateurs, tous les chefs d'entreprise qui ont subi des destructions, et votre reportage le montre bien. Un coût peut-être caché, que j'ai constaté en Nouvelle-Calédonie, alors c'est une autre géographie, mais les assureurs disent maintenant on n'assure plus contre les émeutes. Après, bien évidemment, aussi des exactions extrêmement importantes qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait arriver aussi en Martinique. Donc, des coûts directs pour les opérateurs, et puis aussi un coût qui risque d'arriver et qui risque d'être aussi très important, c'est la saison touristique. Elle commence dans quelques semaines. Et dans cette saison touristique, vous avez un opérateur très important, c'est la croisière. Or, les compagnies de croisière disent la chose suivante. Nous venons sur l'île à une seule condition, c'est d'abord qu'on y trouve effectivement des choses à visiter, que les gens soient sympas, ça c'est une première chose, mais on assure la sécurité des passagers. Si effectivement cette sécurité n'est pas assurée, ou si vous avez évoqué, ça ressemble à Bagdad, si c'est une scène de guerre ou une scène... Voilà, les croisiéristes vont dire on ne vient pas. Et quand il y en a un qui ne vient pas, généralement les autres suivent. Donc là, ça serait un choc, plus après ce qu'on appelle le tourisme de séjour. Va-t-on aller, mais avec quel risque, dans un hôtel qui risque éventuellement, et effectivement, comme on l'a vu en 2009 en Guadeloupe, avec une situation de grève. Le tourisme, il faut le rappeler, qui fait tourner l'économie de l'île. Qui fait tourner en grande partie, c'est 8 à 10% effectivement de l'activité de l'île, avec aussi beaucoup d'effets en cascade avec tous ceux qui travaillent indirectement pour le tourisme.
Qu'est-ce qui pourrait faire que ces négociations aboutissent? On le sait, des réunions, 7e réunion donc, qui a été reportée, mais qui va probablement avoir lieu, qui réunit des militants, la grande distribution, les élus, évidemment les syndicats, le collectif notamment militant Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, qui est le premier à se mobiliser aujourd'hui. On sait qu'on discute, et c'est là-dessus que ça échoppe les négociations, une liste de produits de première nécessité sur lesquels il faudrait faire baisser les prix. On a 54 produits, ça suffit pas à ceux qui évidemment tiennent ces barrages aujourd'hui. Non, c'est clair. Alors je crois qu'il y a dans cette, comme dans le conflit social, il y a des revendications qui sont complètement légitimes et d'autres qu'il faudra abandonner, mais c'est logique. J'entends souvent, en fait, il faudrait que les prix à Fort-de-France soient les mêmes que ceux de la région parisienne. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Il faut abandonner cette revendication. Par contre, accepter qu'un paquet de pâtes coûte 3 fois plus cher, non. Ça, voilà. Donc, il faut se mettre autour de la table, définir pas 54 produits, mais une référence alimentaire dans un hypermarché de la région parisienne, c'est 30 000 références. Donc, vous voyez, alors sans tomber entre 54 et 30 000, il y a de la marge, mais il faut vraiment faire un effort. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les marges commerciales, il y a aussi peut-être des efforts à faire. Les taux de marge, c'est-à-dire le pourcentage qui est pris par les distributeurs, c'est à peu près la même chose qu'en métropole. Mais ce taux, il s'applique sur un niveau de prix très élevé. Et donc, en fait, les marges en valeur... Sont très élevées, du coup. Sont élevées, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être à revisiter les marges sont élevées aussi parce que on marge en cascade. La chaîne logistique est très longue, beaucoup plus longue qu'ici au niveau de l'Hexagone. Il faudra revoir tout ça. Et je pense qu'il faut faire un effort du côté du RPAC notamment, abandonner certaines revendications qui semblent illusoires. Voilà. Et puis d'un autre côté producteur et éventuellement transporteur maritime, faire un effort. Est-ce que vous sentez une volonté de la grande distribution d'avancer? Il y a 7 groupes qui sont au cœur de cette crise, dont certains très décriés, qui appartiennent à ce qu'on appelle les béquets, ces martiniquais blancs, créoles, descendants des colons propriétaires d'esclaves. Oui, alors moi je crois qu'ils sont assez partagés finalement, ces distributeurs béquets ou non. Parce que finalement quelque part, et ça explique aussi pourquoi la vie est chère. La vie est chère parce que vous avez, dans ces économies où la concurrence est faible, vous avez en fait, vous formez vos prix en fonction de la disposition à payer des clients. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Quand vous avez en face de vous, dans un supermarché, un client qui peut payer, eh bien, vous lui mettez le prix maximum. Okay, ça, c'est de bonne guerre. Voilà. La disposition à payer des clients, elle n'a pas baissé pour une certaine catégorie de clientèle. Et ce qu'il explique, c'est notamment les surrémunérations des fonctionnaires. Quand vous servez l'État ou les collectivités locales outre-mer, votre salaire est majoré de 40% aux Antilles. Ces 40%, ça vous donne un réel pouvoir d'achat. Et donc, en fait, un distributeur, il est partagé. Il voit arriver des ménages qui sont relativement riches, avec 40% éventuellement de surrémunération, et qui ont une grosse demande de consommation, il va plutôt avoir tendance à satisfaire cette partie-là. Mais il ne faut pas qu'il oublie non plus qu'une immense partie de la population n'a pas ces moyens-là. Pour avoir un ordre d'idée, 30% de la population martiniquaise vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est 3 fois plus qu'ici au niveau hexagonal. Donc là, il y a une stratégie commerciale à avoir. Pour qui vend-on? Pour qui offre-t-on les produits? Uniquement pour ceux qui ont de l'argent et qui sont notamment surrémunérés, ou pour l'autre partie de la population. Moi, j'aurais tendance à dire, n'oublions pas l'autre partie de la population. N'oublions pas ceux qui ont un faible pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut jamais mettre, en fait, aucune catégorie sociale le dos au mur. Si je résume ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, je crois que vous aviez commencé par là tout à l'heure, cette crise, elle résulte du fait qu'aujourd'hui, les inégalités n'ont cessé de se renforcer. Alors oui, absolument, parce que et c'est sûrement ce qui a mis le faux poudre, même si c'est pas exprimé comme ça sur les barrages, bien évidemment. Mais en fait, la vie est chère, ce que je disais, pas pour tout le monde. Et donc en fait, à travers cet épisode inflationniste que nous venons de voir, une partie de la population, souvent ce qu'on appelle des jobbers, n'ont pas vu ses revenus augmenter. L'autre, oui. Donc les revenus, les inégalités étaient déjà très élevées, elles ont fortement augmenté. Une dernière question sur l'État. On a vu qu'il y avait un nouveau gouvernement qui était entré en scène avec un certain nombre de difficultés. On parle beaucoup du budget aujourd'hui et des coupes budgétaires annoncées en métropole. Ce sera le cas aussi dans les Outre-mer. L'État qui est régulièrement critiqué pour se désintéresser de la situation dans les Outre-mer. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il tend l'oreille ? Oui, alors c'est la critique facile parce que l'État, je dirais, suit avec attention l'évolution de chacun des départements, notamment des départements ultramarins. Donc c'est sûrement un mauvais procès. Moi, j'aurais tendance à dire, l'État est en partie responsable, mais pas là où on le croit. Il est en partie responsable parce que il n'a jamais voulu ouvrir
Parce que politiquement, c'est difficile. Le dossier des surrémunérations. Le président de la République, le président Macron, avait dit déjà ce que j'ai évoqué rapidement avec vous aujourd'hui. Il avait dit, en fait, voilà, il faudra revenir sur les surrémunérations. Didier Migaud, quand il était premier président de la Cour des comptes, à l'époque, et par 3 fois, ce qui est très rare pour la Cour, est revenu sur ce dossier. Il faut ouvrir le dossier des surrémunérations parce que c'est ça qui pèse sur les prix. Et donc, c'est là où l'État a une grande responsabilité politique, bien évidemment, à jouer. Merci beaucoup, Olivier.